M. Israelovitch fera 4 cours, comme vous l'avez déjà vu sur le site du collège et sur l'affiche qui figure à l'entrée, qui s'appelle expert judiciaire, et sur un thème qui s'appelle expert judiciaire et médecin légiste dans le monde romain, entre droit, savoir et pratique quotidienne. Vous savez que M. Mantovani aime bien ces approches historiques du procès, du droit et de différents points de vue. Et aujourd'hui, on l'aura du point de vue des professionnels de la santé. Le meurtre d'un voleur aujourd'hui, etc. Ce que vous voyez à l'écran, la semaine prochaine, ce sera les sages-femmes qui seront à l'ordre du jour. Le 13 avril, l'édit de l'édile. Et enfin, le 20 avril, responsabilité professionnelle et médecine légale. Vous connaissez le programme. Monsieur Israelovitch est actuellement, a fait ses études à Tel Aviv, et puis entre 2002 et 2005, il a fait un master à Oxford en histoire ancienne, et puis en 2005-2008, un PhD, un doctorat à Oxford, toujours sur Society, Medicine and Religion in the Work of Elias Aristides, qui est aussi qui a été publié en 2012 chez Brill et qui nous rend de grands services. Et enfin, pour parler de sa formation, en 2021, il a fait l'habilitation à l'université de Bamberg, je crois. Oui. Bamberg. Oui, oui. Bayreuth. Bayreuth, oui, c'est ça. Bayreuth. C'est les deux sont oui, non, Bamberg, Auguste, c'est... d'une autre manière. Aujourd'hui, après plusieurs positions postdoctorales sur lesquelles je passerai, il est senior lecturer à l'université de Tel Aviv en classics. Il a aussi été senior lecturer invité pour un an à l'université américaine de Paris, et ainsi de suite. Et en 2021, il a été professeur invité au Collège de France, comme vous savez. Mais les dieux n'ont pas voulu le faire venir, et donc il rattrape cela une année où finalement celui qu'il a invité ne peut pas être là, au moins à la première réunion, toujours pour la même raison. Comme le titre de sa thèse l'indique, Ido Israelovitch est spécialisé en histoire de la médecine, entre autres. Il a fait un autre livre sur Patients and Healers in the High Empire, mais il a aussi travaillé sur des questions à la fois de société et de droit romain ou rituels, comme tolere liberos ou non tolere liberos, cette vieille fiction qu'on répétait dans tous nos cours, que le chef de famille, après une semaine, soulevait ou non le nouveau-né qu'on mettait à ses pieds quand il le jugeait inutile, incapable de vivre ou d'intérêt. Bon, l'enfant aurait été exposé, etc. Il est parmi ceux qui ont dit non, arrêtons cette bêtise, c'est un peu plus compliqué, ça n'a rien à voir. Et il a aussi travaillé sur la maladie le thème de la maladie dans l'Ajax de Sophocle, Ajax qui est un cas clinique assez célèbre, et puis sur la loi Aquilia, et aussi les géomètres et les cours romaines. Bref, vous voyez une étude qui tourne autour du droit, mais qui s'intéresse à la formation ou la participation de différents métiers, les géomètres, les médecins par exemple, au procès et au droit, et donc la sociologie en général. Et donc voilà, je crois que vous savez tout sur lui. Il parlera en français, comme vous voyez. Et aujourd'hui, c'est donc le meurtre d'un voleur, l'implication des médecins publics dans le procès judiciaire. Vous avez la parole, chers collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. Je commence. En 1209, en près du barrage de la baie de la Sainte Trinité de Meldelberg, surprit un voleur en train de voler de l'Eucharistie et des vases d'église et l'attaqua. Une foule de fidèles se joint à l'attaque avec des matraques et des épées. Les voleurs, malheureusement, mais peut-être pas de façon surprenante, meurent. Cet événement posait une difficulté juridique,
car les autorités d'Église ne savaient pas si c'était le prêtre qui avait infligé le coup mortel, et si oui, quelles seraient les ramifications juridiques des actions du prêtre. L'abbé s'adressa au pape Innocent III pour savoir si les actes du prêtre constituaient d'irregularitas et s'ils devaient donc être déposés. Les droits canoniques considéraient qu'un acte de meurtre commis par une personne ordonnée constituait au fondement d'irregularitas. De plus, Innocent III soulignait que in hoc dubio tanquam homicida debet haberis sacerdos et si forte homicida non sit a sacerdotali officio abstinere debet. De même, les commentateurs contemporains affirment que, contrairement à la ius commune, le droit canonique n'accorderait pas au prêtre le bénéfice de dû en cas de mort ou d'homicide. Il reste à savoir, poursuit Innocent III, si c'était le prêtre qui mortellement blessa l'intrus, car il était déjà blanchi de l'ordre ou même de l'incitation à le faire. À cette fin, Innocent III donna instruction de consulter deux médecins. À l'époque, la pratique médicale à Heidelberg et ailleurs dans l'Ouest romain n'était pas encore soumise à un système de licence. Comment alors l'abbé peut-il nommer les experts médico-légaux qui allaient juger cette affaire? La réponse de son sige à l'abbé ne donna pas plus de détails. De même, un chapitre ultérieur des décrets de Grégoire IX concernant la possibilité d'irrégularitas dans l'ecclésiastique qui opéra un patient sans l'expertise nécessaire indique que la compétence professionnelle en termes de compétences et de devoir de diligence aurait pu être évaluée dans le but de déterminer la responsabilité. La réponse d'Innocent III à ces deux questions est fondée sur les droits romains, la lex Aquilia pour être exact. La réponse du pape à la première question de l'abbé fait allusion à l'opinion du juriste romain Julien sur la question des deux délinquants, l'un ayant blessé mortellement l'esclave d'une autre personne, tandis qu'un autre ensuite infligea le coup mortel. Julien attribuait la responsabilité de la mort d'esclave aux deux délinquants, tandis qu'Ulpian et Celsus supposent que seul le second est responsable de mort, le premier responsable uniquement de blessures. Accursius, dans son glossaire, également adopta le point de vue de Julien. La réponse d'Innocent III à la deuxième question de l'abbé attribuait la responsabilité professionnelle à un médecin utilisant l'infrastructure de la lex Aquilia. Il fut souvent avancé qu'Innocent III utilisa l'interprétation de Julien au problème des deux délinquants non dans son contexte originel, alors que Julien, et plus généralement la lex Aquilia, discutait la responsabilité des droits privés matériels. Le pape utilisa la maxime Re publicae utilitati inter est, ne crimina remaneat impunita, pour mettre en place la partie civile. La création de normes, de maximes juridiques et de règles de droit était une caractéristique importante du jus commune dans l'Europe médiévale et le début du temps moderne. Cependant, et malgré la nouveauté des idées d'Innocent III sur le devoir d'Église de veiller activement à ce qu'aucune tort ne reste impuni, les éléments de base de ce nouvel ordre furent importés du droit romain à ses dépendances et à ses relations dialectiques avec les experts médico-légaux. Le médecin commençait à assumer des responsabilités médico-légales sous le règne de Marcus Aurelius et Lucius Verus. Bien que la médecine ait été pratiquée de manière commerciale depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, si ce n'est avant, bien que le titre de ces médico-légal soit documenté dans un
dans des inscriptions datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, tandis qu'Hérodote et Diodore situent leur apparition à une époque encore plus ancienne. Et bien que les éléments du droit pour lesquels les expertises médico-légales étaient nécessaires remontent au moins aux 12 tables, ni l'autorité des médecins, ni la gravitas de médecine n'étaient nécessaires dans un processus judiciaire dans le passé. Ce qui suit est une tentative de découvrir ce qui rendait les médecins et leur discipline indispensables au processus judiciaire à ce moment-là, comment cette nécessité influant sur les progrès de la jurisprudence, de la médecine et de la façon dont les deux étaient pratiqués. Les preuves existantes permettent de discuter des implications des médecins en tant que figure d'autorité dans le processus judiciaire dans 3 circonstances. Lorsque l'autorité du médecin était nécessaire pour déterminer la responsabilité en cas de décès ou de blessures suspectes, le preuve du médecin pouvait alors servir de fondement à une action pénale si la partie lésée était une personne libre ou à une action délictuelle si la partie lésée était un esclave. Civique, lorsque l'autorité de sage-femme est requise en cas de contestation de la maternité ou de la paternité, et évaluation de la responsabilité pénale, lorsque le tribunal doit décider si l'état cognitif d'un individu permet l'exécution de certaines actions ou l'assomption de certaines obligations. Plus concrètement, il sera primordial de se demander quand le médecin fut invité à assumer ses fonctions médico-légales, si leur implication fut à l'origine de nouvelles actions ou de nouveaux processus judiciaires, et comment cette participation à le processus judiciaire influençant leur conduite professionnelle. Les documents papyrologiques montrent que les tribunaux se sont habituellement appuyés sur l'examen médico-légal. Dans chaque cas, l'expert devait établir un rapport qu'il devait ensuite soumettre aux autorités. Ces documents appartiennent à 4 catégories: la demande d'un fonctionnaire pour un examen ou une enquête, l'ordre d'un fonctionnaire à son assistant de mener avec lui un médecin et de lui soumettre un rapport écrit, une prosphonesis, c'est-à-dire le rapport médical lui-même et un enregistrement d'une prosphonesis utilisée comme preuve dans le procès judiciaire. Cela était vrai tant dans le tribunal de Stratégos, et évidemment à partir de la fin du IIIe siècle, c'est de l'Augustes, que dans le tribunal romain. De même, un grand nombre de requêtes privées montrent que la demande d'examen médico-légal n'était pas réservée au tribunal et que tant que l'accusé, que le procureur demandait habituellement au tribunal de nommer un expert médico-légal. Les pétitions qui aboutirent à un examen médical se répartissaient en 3 groupes. Le premier, certains demandaient que le fonctionnaire se fasse accompagner d'un médecin. Un exemple de telle requête est celle de Papyrus Oxyrhynchus 1566, qui est une pétition adressée très probablement aux stratégos et demandait qu'un upérète et un démosios iatros soient envoyés pour vérifier l'état du pétitionnaire. Il est en outre demandé qu'une copie de rapport soit déposée en vue d'une future action en justice, bien que la nature de l'état du pétitionnaire ne soit pas révélée. Dans certains cas, la pétition n'indique pas explicitement qu'un médecin est demandé, mais le fonctionnaire le juge néanmoins nécessaire. Un exemple est celui de Papyrus Oxyrhynchus 475
qui contient une pétition adressée au stratégos pour qu'il envoie en Hypérète examiner la mort d'un garçon esclave qui était mort en tombant d'une fenêtre, en essayant d'avoir une meilleure vue sur certaines filles qui dansent. Les motivations de l'envoi de cette pétition sont déconcertantes. Léonidas, l'auteur de la pétition, n'était pas le propriétaire de l'esclave. Il ne pouvait donc pas avoir en tête une action délictuelle. De plus, l'accident n'a pas lieu chez lui. Donc, une défense possible contre la négligence est également exclue. Il ne reste plus, par conséquent, qu'à s'opposer l'existence d'une règle générale consistant à signaler la mort non naturelle des esclaves. Les nouveautés de ces documents semblent être l'implication d'un médecin public dans la procédure. Certaines pétitions demandaient qu'une enquête soit entreprise sans mentionner l'Hypérète. Toutes ces demandes concernaient le cas de décès ou des blessures causées par des accidents ou des violences. Il apparaît également qu'en cas de mort violente ou suspecte, une enquête était nécessaire avant que le corps puisse être récupéré pour être enterré. Ces rapports médico-légaux offraient des bases pour des actions de deux catégories, délictuelles et pénales. Des poursuites pénales auraient pu être engagées contre l'instigateur d'un acte violent si l'agresseur avait attaqué une personne libre, et la lex Aquilia proposait aux propriétaires d'esclaves dont les esclaves avaient été tués ou blessés par l'action d'un autre des rémunérations qui étaient basées sur une estimation de la valeur maximale d'esclaves au cours de l'année précédente en cas de décès ou dans la mesure de la perte subie en cas de blessure. Cependant, la plupart des documents pertinents appartiennent à la catégorie de la prosphonesis. Il s'agit de rapports médicaux rédigés par un médecin, libéré ou inscrit. Chacun d'entre eux fut signé à la main du médecin investigateur. Ainsi, Papyrus Oxyrhynchus 5.1 fut rédigé par un Démosios Iatros, qui avait reçu l'instruction d'inspecter le corps d'une personne trouvée pendue et d'envoyer ensuite ses conclusions au stratégos. Un document beaucoup plus tardif, Papyrus Reinhardt 92, est un rapport médical soumis au logistes par un médecin public qui avait reçu l'ordre de la police d'examiner le corps d'un fonctionnaire de vie et de soumettre ensuite un rapport écrit. S'il reçut l'ordre de la police, cela signifie que c'était le modus operandi du tribunal plutôt qu'une initiative locale d'un juge. Pris ensemble, ces papyri montrent qu'à partir de certains moments, le tribunal s'est habituellement appuyé sur les experts médico-légaux pour élucider les bases factuelles d'un litige, que l'autorité de ces experts médico-légaux ne fut pas contestée et que la fourniture des rapports médico-légaux faisait partie des responsabilités du médecin dit public. Ces papyri confirment également que la médecine et les médecins étaient facilement reconnaissables et que leur juridiction médico-légale était clairement définie. À leur tour, leur preuve qui se limitait à une enquête clinique en soi et s'abstenait de déduire les causes ou les identifications du coupable augmentait le sérieux du processus judiciaire. Reportant à la semaine prochaine la discussion sur le rôle de sage-femme, de femmes médecins et de la gynécologie dans la résolution du conflit de paternité et de maternité, et l'effet profond qu'elle a sur les droits de la famille et plus généralement sur l'ordre social en général,
ainsi que la succès limité du médecin à persuader la société que les troubles mentaux appartiennent au domaine de la médecine pendant 10 minutes. Cependant, quelques mots doivent être dits sur l'organisation de la médecine et sa pratique sous la domination romaine. Les responsabilités médico-légales des médecins publics s'appuyaient sur une réglementation préexistante de la pratique médicale qui dérivait des statuts romains et n'était pas incompatible avec les habitudes égyptiennes. Rome accueillit l'arrivée des médecins grecs professionnels à partir de la seconde moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bien qu'il ait fallu près de 2 siècles entre l'arrivée initiale des artisans médecins du monde grec à Rome et leur traitement légal en tant que collectif professionnel, ce fut clairement le cas au moment du déclin de la République et de la création du Principauté. Cette nouvelle forme de gouvernement avait besoin de médecins pour 2 raisons. La première était la réorganisation de l'armée romaine, ne reposant plus sur des citoyens romains qui étaient légalement obligés de servir. L'armée impériale était une force de combat professionnelle. Les légionnaires s'y sont engagés pour une période de 20 ans qui aurait pu être prolongée. En outre, l'armée était désormais déployée en permanence dans les zones de conflit et le long des frontières de l'Empire. Ainsi, les unités militaires devaient être beaucoup plus autonomes qu'auparavant. Dans le domaine des soins de la santé, cela signifiait la création d'un corps médical qui nécessitait un apport constant des médecins rejoignant l'armée. Cette nécessité dut être à l'origine des 2 édicts de César et d'Auguste qui confèrent une citoyenneté romaine et d'autres privilèges aux médecins qui émigrèrent à Rome. Un deuxième prétexte pour ces changements d'attitude concernant plus généralement l'administration de l'Empire romain. L'État romain préférait que les provinces soient organisées sur la base des centres civils qui, à leur tour, étaient gouvernés par des aristocraties locales. Les médecins firent rapidement partie des échelons supérieurs dans les villes d'Orient grec. Les privilèges dont ils jouissaient s'inscrivaient dans une stratégie plus générale du gouvernement impérial visant à soutenir les aristocraties civiles. Dans l'Orient grec, où la paideia se traduisait effectivement par un pouvoir politique et dans un environnement culturel qui incluait la discipline de la médecine comme partie intégrale dans la fabrication d'un pepaideoumenos, les niveaux supérieurs des médecins jouissaient des privilèges. Des médecins constituaient donc un groupe professionnel reconnu par l'État romain. Il convient maintenant d'examiner pourquoi ce statut a, à un certain moment, fait des médecins des figures d'autorité dans les cours. Les médecins nommés par le tribunal portaient souvent le titre officiel de médecin public ou d'archiatros. Ceux qui portent ce titre furent élus par leur ville et il faut supposer que les examens médico-légaux faisaient partie de leurs responsabilités. Le rôle du médecin public en Égypte est relativement bien documenté, ce qui pourrait expliquer l'attention que cette institution a reçue de la part de chercheurs modernes. Les activités publiques de ces médecins impliquaient toutes les tâches
qu'ils accomplissaient en vertu d'un contrat avec des institutions publiques. Sous la règle romaine, la première attestation du titre de Démosios Iatros figure dans un papyrus qui peut être daté de 173 de notre ère. Ce titre a été largement utilisé par la suite, au moins en Moyenne-Égypte, jusqu'à ce qu'il soit transformé en celui d'Archiatros vers la fin du IVe siècle de notre ère. La raison de l'adoption du titre de médecin public sous le règne de Marcus Aurelius a été expliquée de façon convaincante par Boswinkel comme étant le résultat du décret d'Antoninus Pius qui limitait le nombre de médecins pouvant être exemptés du munera publica. Ceux qui méritaient ces privilèges portaient désormais le titre de médecin public. Toutefois, le fait que le système judiciaire s'appuie systématiquement sur des experts médico-légaux dans le cas de violence et de cas de contestation de la maternité ou de la paternité ne signifie pas que le tribunal partage l'avis de médecin sur la portée et les prouesses de la médecine dans son ensemble. L'examen des relations dialectiques entre le droit positif et l'émergence de la médecine légale révèle des divergences entre le rôle que le tribunal assignait à la médecine et celui que la médecine elle-même proclamait. L'étude diachronique de ces relations réciproques entre la jurisprudence et la médecine montre comment l'une approuve l'autre et marque l'acceptabilité sociale de chacune. L'exemple le plus marquant est le cas des troubles de la cognition. Alors que la lucidité était une condition préalable à diverses actions en justice, son existence ou son absence n'était pas déterminée par les médecins, sa confirmation n'était pas faite en termes médicaux, malgré une longue tradition de discours médical sur les troubles mentaux. En fait, une division entre les saints d'esprit et les déficients mentaux remonte aux 12 tables et du devoir de tutelle des héritiers qui, à la mort du pater familias, deviendront sui iuris mesete furiosi ou prodigi. Selon Ulpian, les 12 tables empêchaient légalement un prodigie de s'occuper de ses biens. Il suggère également que la nomination d'un tuteur pour un prodigie fut introduite par la coutume même avant cela. À l'époque d'Ulpian, cependant, il était du devoir du prêteur et du gouverneur de nommer un curateur à toute personne qu'il rencontrait et qui était un dépensier compulsif, comme il le ferait pour un fou. Le fou et le dépensier sont tous deux restés en soins, le fou jusqu'à ce qu'il trouve sa santé d'esprit et le dépensier jusqu'à ce qu'il trouve sa morale. Quam Diu vel furiosus sanitatem, vel ille sanos mores requeperit. L'utilisation de la notion de sanitas suggère qu'Ulpian comprenait la folie de la même manière qu'il comprenait la maladie mentale. Malheureusement, ni Ulpian, ni aucun autre des juristes qui décrivirent un diagnostic de la folie, malheureusement, ni Ulpian, ni aucun autre des juristes ne décrivirent un diagnostic de folie, si ce n'est qu'un fou était considéré comme incapable de tout acte juridique, même de pure acquisition, car, comme l'infance, il n'avait pas d'intellectus.
Pour des raisons similaires, le Furiosus ne pouvait pas se marier car il fallait un accord, consensus. Il ne peut pas dire oui. Ulpian était conscient de l'importance d'un diagnostic précis du lunatique avant de nommer un curateur, car beaucoup feignent la folie ou de la démence pour échapper à leur obligation légale en recevant un curateur. En effet, le statut juridique d'un furiosus avait des implications importantes. Par exemple, toutes les actions relatives aux obligations ex delicto auraient été rendues nulles si elles avaient été menées par une personne qui n'est pas compos mentis. Le droit romain ne reconnaissait aucun délit involontaire. La culpabilité était nécessaire. Ainsi, les furiosi, tout comme les infantes et les infantiae proximi, étaient incapables de commettre un délit car ils étaient incapables de la faute nécessaire. Il était donc pertinent pour le tribunal de pouvoir identifier la folie d'une manière qui ne soit pas contestée par les deux parties. Cependant, il n'est pas prouvé que des médecins ou la médecine dans son ensemble ait été nécessaire pour discerner la folie. Ce n'est certainement pas l'impression reçue des sources médicales. Les médecins soutenirent toujours que la folie est une condition médicale, bien qu'il serait trompeur de parler d'une branche spéciale de la médecine qui s'occupe des maladies mentales dans le monde gréco-romain. Les auteurs médicaux, depuis les auteurs du corpus d'Hippocrate, perçurent la folie comme une condition somatique, souvent le résultat de l'épilepsie ou de la fièvre. La nosologie qu'on trouve dans les écrits médicaux grecs divise la folie et la maladie mentale en trois groupes, phrénitis, mania et mélancholia. Ce point de vue, qui provient des auteurs médicaux grecs, fut accepté dans le monde romain aux côtés de la médecine grecque en général. Les travaux de Cornelius Celsus, l'encyclopédiste de l'époque Tibère, dont les 8 volumes de Medicina existent toujours, révèlent que la terminologie et les modèles explicatifs grecs concernant la santé mentale étaient également utilisés par des auteurs latins. Celsus n'était pas le seul. Pline l'Ancien démontre également le grand portée de la médecine grecque et de la terminologie médicale grecque dans le monde romain pendant le Principauté. La pertinence des médecins et dans le cas de folie se retrouve également dans les peu des sources littéraires. En fait, la première apparition d'un médecin dans la littérature romaine et dans le Menaechmi de Plaute concerne un cas de la maladie mentale. Son protagoniste fait semblant d'être fou afin d'échapper à une situation désagréable d'une manière si convaincante qu'on appelle un médecin. Dans une scène mémorable, Menaechmus Sosiclès est identifié comme fou par la femme de son frère jumeau et son père, par la couleur de ses yeux et de son visage, et il décide de convoquer un médecin. Les premiers mots du médecin affirment qu'il comprit la folie comme une maladie. Quid esse illi morbidi xeras? La réponse du vieil homme, lorsque le médecin s'inquiète de la maladie du patient, est
que le médecin faut engager pour répondre à ces mêmes questions et ensuite pour le guérir. Ainsi, c'est le médecin qui doit diagnostiquer la folie et c'est la médecine qui doit offrir le moyen de la guérir. Ce qui se produit alors est un processus de diagnostic long et détaillé qui suit les enseignements de la médecine grecque. Il commence par examiner la perception de la réalité par Menaechmus, puis il passe en revue le système digestif du patient et ses habitudes de sommeil. Ayant diagnostiqué la folie, le médecin décide alors de continuer à le soigner à son cabinet en lui faisant boire des labors pendant 20 jours. Après avoir analysé les questions du médecin, Baumack puis déceler des traces instinctives des idées médicales grecques et conclut que cette scène indique la présence des idées médicales grecques chez les spectateurs de Plaute. Plaute pensait que la folie était une catégorie médicale et qu'elle devait être traitée par des médecins. Avec les travaux des autres médecins, on peut supposer avec certitude que les médecins offraient des explications somatiques à la folie et se sentaient qualifiés pour la traiter. Toutefois, comme le démontrent les sections suivantes, bien que les médecins aient eu le sentiment que la folie relevait de leurs compétences, ils ne furent pas appelés à identifier la folie au sein des tribunaux romains. Le besoin de fournir un diagnostic fut rempli non par les médecins, mais par les juristes et le grand public lui-même. Une étude sur le rôle des experts médico-légaux dans le processus judiciaire a deux objectifs. Le premier est d'apprendre comment et quand les experts médico-légaux furent employés. Le second concerne les effets du dialogue entre la jurisprudence et la médecine et entre les juristes et les médecins sur l'évolution du droit positif, de la pratique médicale et la formation d'un habitus professionnel dans les deux domaines. Une analyse des circonstances dans lesquelles les experts médico-légaux furent employés est pertinente pour l'étude de la pratique judiciaire, car l'inclination du tribunal à déléguer ce qui ne peut être considéré que des responsabilités judiciaires ne doit pas être prise à la légère. Elle est également pertinente pour l'étude de la médecine ancienne, car l'emploi des experts médico-légaux est la plus forte reconnaissance des prouesses de la médecine. Dans le contexte de la magistrature romaine, cette analyse devrait être particulièrement attentive à deux divergences. La première incongruité est le manque de symétrie entre l'étendue des responsabilités médico-légales déléguées aux médecins et les capacités que la médecine revendique pour elle-même. Ainsi, la production d'un rapport clinique en cas de blessure ou de décès suspect nécessitait une expertise médicale, tout comme la nécessité de vérifier la maternité et de la paternité. En revanche, l'évaluation de la capacité mentale ne nécessite aucune connaissance ou expertise médicale. Le second désaccord concerne le long intervalle entre la réglementation romaine initiale du soin de santé, l'identification de la médecine dans sa formation grecque
comme une discipline distinctive avec un modus operandi particulier au sein de ce qu'on appelle le marché médical et le moment où les médecins commencèrent à agir comme experts médico-légaux. La réglementation législative de la médecine, de la pratique médicale et du statut des médecins est apparue sous la dictature de César et le règne d'Auguste. Cependant, les médecins n'ont pas assumé des fonctions médico-légales avant l'ère antonine. La réticence du tribunal à se tourner vers la médecine et ses agents pour un diagnostic de troubles cognitifs suggère que l'autorité médicale fut jugée inutile. En outre, aucun élément n'indique qu'un tel diagnostic ait jamais été contesté. Par conséquent, la défiance cognitive ne fut pas perçue comme une condition médicale. Mais le second désaccord est plus complexe à expliquer. La présence croissante des médecins dans le système judiciaire ne fut pas suscitée par la création de nouvelles lois. Elle fut plutôt provoquée par une série de jugements impériaux en réponse à une série de questions des présidents de tribunaux sur la manière de statuer dans le cas particulier et sur la base de lois existantes. Le premier témoignage de recours à l'expertise médicale dans les jugements impériaux date d'Adrien sur la question de la période maximale de parturition reconnue par la loi. Aulus Gellius rapporte un cas où une femme de bonne et honorable moralité, d'une chasteté incontestable, a donné naissance à un enfant dans l'11e mois après la mort de son mari. Et, en raison de l'heure à laquelle l'accusation a été faite, qu'elle avait conçu après la mort de son mari. Cependant, la déifie Adrien, après avoir entendu l'affaire, a décidé que la naissance pouvait également avoir lieu au 11e mois et j'ai moi-même lu le décret en question. Dans ce décret, Adrien déclare qu'il prend sa décision après avoir pris connaissance de l'avis des philosophes et des médecins de l'Antiquité. Ce décret offrait une nouvelle réponse utilisant une nouvelle méthodologie et basée sur une autorité professionnelle extérieure à la jurisprudence. Il s'accorda avec une croissance notable de la dépendance impériale à l'égard des conseillers choisis pour leur mérite professionnel. La reconnaissance d'Adrien en tant qu'autorité de la philosophie et de la médecine sur cette question est conforme à l'octroi impérial d'immunité aux membres dirigeants à ces groupes et à la confiance accordée aux érudits en tant que conseillers de l'empereur, avec lequel de telles décisions ont été prises. Le recours du médecin et leur association avec les philosophes attirent l'attention. La question juridique elle-même n'est pas nouvelle. Selon Ulpian, la limitation du délai légal de mise à disposition à 10 mois date de 12 tables. L'origine ancienne de cette loi n'est pas surprisante. L'établissement de l'identité du père d'un nouveau-né était pertinent pour son statut civique et ses droits de succession. La nouveauté de la réponse d'Adrien était son recours à la médecine et à la philosophie, où l'autorité des juges suffisait autrefois. Toute étude des raisons
des relations entre l'administration formelle de la justice et les experts médico-légaux doivent se demander si leur participation à le processus judiciaire était motivée par des progrès disciplinaires internes, par exemple l'émergence du test ADN, ou par des circonstances extérieures, par exemple l'introduction de nouvelles lois relatives aux pensions alimentaires. Comme il n'existe aucune preuve d'une innovation spectaculaire dans le domaine de la médecine, l'inclination de la médecine légale doit être recherchée ailleurs. L'enseignement de médecine dans les autorités médico-légales semble avoir concomitant et dérivé de tendances plus larges de la gouvernance romaine qui fit de la magistrature une science et encouragea le professionnalisme. Certaines responsabilités des experts médico-légaux semblent avoir fait partie des devoirs du médecin élu en échange de l'immunité contre les liturgies. D'autres faisaient partie des changements internes au sein du modus operandi du tribunal. Alors qu'Auguste accordait aux médecins l'immunité contre les liturgies en signe d'appréciation pour son médecin personnel, Antonius Musa, qui lui sauva la vie et évidemment celle de Pater Patriae, ce n'est qu'à l'époque Flavienne que ces immunités sont passées de purement honorifiques à concrets. À l'époque d'Antoninus Pius, le nombre de médecins, à côté des professeurs de philosophie, de grammaire et de rhétorique, qui bénéficiaient de ces immunités a dû être limité. Ceux qui bénéficiaient d'immunités portaient le titre officiel. Les témoignages relatifs aux médecins nommés par les tribunaux et chargés de diriger un rapport de médecin légiste indiquent que les personnes nommées portaient ce titre. La montée en puissance des experts médico-légaux a coïncidé avec deux tendances de plus en plus marquantes. La première était une transformation de la cour agonistique de la République tardive en une cour professionnelle et plus bureaucratique. La seconde est que la révolution augustienne fit du princeps une figure juridique centrale, à la fois comme législateur et comme juge. Pour ce faire, l'empereur s'appuyait sur un entourage de juristes. L'assimilation du langue du pouvoir, du gouvernement et du droit accentuait l'autorité des juristes, mais marqua aussi la limite de leur autorité. Il s'agissait du professionnel qui s'appuyait sur une discipline. À ce titre, la magistrature romaine validait également d'autres disciplines. Les travaux écrits des juristes classiques s'inspiraient largement d'autres disciplines, principalement grecques. À cet égard, les œuvres des experts médico-légaux étaient évidentes. Merci beaucoup.